APIs have democratized banking services. When Salesforce and MuleSoft came together, the power of MuleSoft's APIs could just be unlocked. So it's seamless now. So now the customer is at the center of the ecosystem. We hope that driving choice just enhances the value of the customer's relationship with HSBC. For me, it's both the platform as well as the vision that MuleSoft is bringing. So we have to keep that technology innovation coming through. And that's where MuleSoft really makes a difference and is enabling new opportunities that we didn't have before. That layered API approach is very powerful and will really now be enabled within a matter of days. Yeah, that's a game changer. With an API strategy, we've been able to integrate SaaS products and traditional on-premise applications at a much faster clip. With all of this coming out of the box, the focus can be completely on the product and the user experience. I have this enormous vision, and for the first time in my career, the technology is able to meet that ambition. And this is exactly where the strengths of Salesforce and MuleSoft come together. Imagine Emma enters the dealership, she uses her mobile phone with her configuration. The journey does not really end at the point when you sign a contract. That's when it really starts. Much faster in bringing data together, integrating our processes. The power of MuleSoft, it's amazing. It allows us to deliver a compelling customer experience. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus assister à cette présentation de la technologie au service de l'amélioration de l'expérience client dans un monde qui est devenu omnicanal. Avant de lancer le débat, je vais laisser nos invités se présenter. Lila, vous vous présentez? J'espère que vous m'entendez tous. Oui, super. Donc, c'est Lila Dorato, je suis directrice solution ingénieure chez MuleSoft. J'ai 20 ans d'expérience dans le monde de logiciels. J'ai eu la chance de démarrer ma carrière chez IBM. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps dans des technologies très diverses. Donc, depuis la collaboration en passant à la Big Data. Puis, j'ai rejoint une société de logiciels français, Axway, dans le monde de l'intégration. Et je suis arrivée chez Salesforce il y a 2 ans pour construire l'entité avant-vente, donc les experts qui aident nos clients, comme vous, nos futurs clients, à faire les choix de solutions, intégration et API management. Donc j'espère pouvoir vous apporter aujourd'hui une vue technologique de la problématique de l'intégration. Merci Lila. Et Sébastien? Oui, merci. Donc Sébastien Bergogneau, bonjour à tous. Donc moi je suis le président de Devoteam Next Digital, une société spécialisée dans l'échange de données et on aide nos clients à faire échanger leurs données à l'intérieur de leur système d'information et vers l'extérieur. Et c'est des sujets sur lesquels je travaille aussi depuis une vingtaine d'années et je rejoins le groupe Devoteam il y a 3 ans et demi maintenant pour monter le pôle d'expertise sur ces sujets et un de nos partenaires privilégiés justement sur ces sujets, c'est MuleSoft. Merci Sébastien. Benoît, et puis pour terminer le tour de table, donc Benoît Frémaux, également du groupe Devoteam. Je vais avoir la chance d'animer ce débat cet après-midi. Moi, j'ai passé 20 ans également dans le secteur de retail. Visiblement, le nombre 20 revient fréquemment. À des fonctions de direction de système d'information, j'ai été DSI de Monoprix, DSI du groupe Fnac, avec un gros enjeu évidemment d'expérience client et d'omnicanalité. Et j'ai été DSI du groupe Auchan également dans un enjeu de mise en œuvre d'une omnicanalité globale entre les différents formats, dont le format digital. Alors, on va diviser ce débat en deux grandes parties. Une première qui va être autour des enjeux du secteur du retail. Et puis une deuxième partie autour des réponses que la technologie peut apporter pour aider à répondre aux enjeux. La première question que je vais vous poser, Lila et Sébastien, c'est aujourd'hui, quelles sont pour vous les problématiques que les acteurs du retail rencontrent dans leur quotidien et avec vos clients quand vous en discutez. Lila, je te laisse démarrer. Oui, en fait, avec nos clients donc, qui cherchent une solution pour combler un manque, le manque qu'ils nous remontent souvent, c'est l'écart
entre l'expérience client qui est proposée et l'expérience client qui est demandée. En fait, ils se rendent compte que les clients, aujourd'hui, ils ont besoin d'une expérience qui est différente de celle qui était avant. Et la crise du Covid est liée pour quelque chose. Il a montré exactement une accélération de ce besoin de transformation digitale. Et la grande problématique qu'ils ont aujourd'hui, nos clients, c'est que le cloisonnement des données empêche l'accès à ces systèmes et donc empêche de développer une expérience client connectée. Nous avons sorti une étude en pleine pandémie, une étude sur le business et la connectivité. Donc, comment l'innovation et la connectivité sont reliées. Et dans cette étude, en fait, on a la plupart de nos clients qui se sont pas armés en termes de compétences et de technologies face à cette accélération. Et en même temps, la plupart des clients qui ont répondu à cette étude, donc c'est une étude qui a été menée en à peu près 167 clients français, donc je parle vraiment du marché local. Hein. Et en fait, la plupart de ces clients ont aussi dit que l'accès à ces données, à ces data et à ces dispositifs est essentiel pour la productivité. Donc d'un côté, on a très peu de gens qui sont capables de le faire parce qu'ils ne se sont pas armés en techno et en compétences. Et on a une grande partie qui explique que c'est essentiel d'avoir cet accès pour la productivité. Donc vous voyez bien que le pont il est quelque part cassé et que la productivité passe vraiment par cette connectivité. Voilà. Merci. Sébastien, si tu peux compléter la réponse de Lila. Oui, absolument. Et donc, en complément, à nous, nos clients font appel à nous parce que justement, ils veulent apporter une réponse à des problématiques et ils sont vite submergés par les changements technologiques et par l'évolution à la fois des technos disponibles et des technos utilisés par potentiellement leurs concurrents et les gens qui vont aller les disrupter. Et donc, ils vont faire appel à nous pour justement les aider à faire le bon choix technologique déjà et ensuite les mettre en place. Les problématiques, c'est donc comment est-ce que je suis capable aujourd'hui d'ouvrir mon système d'information vers l'extérieur, comment je suis capable aussi de le rendre plus agile à l'intérieur de mon système d'information, donc à l'intérieur de mon entreprise, comment je suis capable de gérer aussi des volumes de données qui sont de plus en plus importants, comment je vais gérer des systèmes qui sont de plus en plus répartis, de plus en plus hybrides, et tout ça en gardant tout un niveau de sécurité important, et comment je me projette aussi dans le futur pour être capable demain de me dire je vais adresser aussi les sujets de demain, même si je ne les connais pas aujourd'hui. Donc il faut que j'ai le modèle IT qui me permet demain d'intégrer des nouvelles problématiques, des nouvelles disruptions, sans avoir à refaire tout from scratch à chaque fois. Donc c'est là-dessus qu'on va souvent aider des SI qui sont en désarroi par rapport à tous ces changements. Alors on vient de voir le verre à moitié vide, hein, les problèmes du retail, on va essayer de parler du verre à moitié plein. Quels sont pour vous les enjeux aujourd'hui du secteur de retail? Sébastien, je te laisse démarrer la réponse à cette question. Ouais, alors il y a différents enjeux. Il y a tout d'abord un besoin d'aller consolider une chaîne e-commerce existante, c'est-à-dire on voit dans le retail le e-commerce qui prend de plus en plus le pas sur le commerce traditionnel. Et les systèmes informatiques sont pas toujours prêts à encaisser cet afflux de clients. Alors c'est vrai dans le retail, ça l'a été dans la banque avant. Dans la banque, les systèmes informatiques étaient essentiellement utilisés par les gens en agence. Et du jour au lendemain, quand on a ouvert l'accès au compte bancaire sur les téléphones, ça a fait finalement des millions et de gens qui pouvaient se connecter pour regarder leur compte en banque n'importe quand dans la journée, là où avant c'était entre 8h et 19h en agence. Et donc les systèmes informatiques, il a fallu les faire évoluer. De la même manière, il faut faire évoluer les systèmes informatiques pour que l'expérience utilisateur dont on parlait tout à l'heure soit au rendez-vous des attentes. Donc ça c'est un premier enjeu business, c'est d'avoir la plateforme qui permet d'avoir l'expérience client attendue. L'autre enjeu, c'est d'être capable aussi de se projeter dans des nouveaux usages
qui sont arrivés soit avec la pandémie, soit par des disruptions qui viennent de start-up américaines ou européennes. Et donc être capable aussi pour des acteurs traditionnels de continuer à adresser leurs clients, mais au travers de nouveaux canaux. Donc être capable demain d'aller vendre les produits je sais pas, au travers de Netflix par exemple. On voit un produit qui est là dans une série Netflix et on peut l'acheter directement sur Netflix, mais peut-être que la commande ira dans un retailer français. Voilà. Donc les enjeux business, ils sont là. D'après nous, de notre vision d'acteur, encore une fois, on parle avec une vision d'acteur de la technologie. Ouais. Lila, pour compléter la réponse de Sébastien. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'on a un peu la même vision côté éditeur logiciel, côté intégrateur conseil, parce que nos clients nous remontent à peu près les mêmes enjeux. Si on veut les regrouper en 3 grandes catégories, je dirais la première, donc c'est l'expérience client sans couture. Ils appellent ça sans couture, c'est-à-dire une expérience client, que ce soit in-store ou online, qui a la même fluidité. C'est-à-dire être capable d'avoir une vue 360 du client, donc une vue unique du client. Si le client est en magasin ou en ligne, il cherche à avoir cette vision client. Une vue unique du produit, c'est-à-dire le produit, peu importe de quel magasin vient, de quel data warehouse ou comment on le vend, ce produit, on veut avoir une vue unique des caractéristiques de produit et de toutes les caractéristiques associées. Donc le pricing, le stock, bien sûr, en temps réel. Donc toutes ces problématiques de l'expérience client sans couture engendrent beaucoup de challenges, des enjeux technologiques en fait. Et aussi, si on quitte cette catégorie d'expérience client, on peut parler, donc comme tu l'as dit, des nouveaux services. Donc la deuxième catégorie serait, je vais proposer à mes clients de nouveaux services. Par exemple, le click and connect. Par exemple, une borne en magasin. Par exemple, la possibilité de livrer avec un écosystème différent, UPS ou Uber Eats. Donc tout ça, ça génère des besoins évidemment technologiques derrière pour pouvoir répondre. Et la dernière chose pour laquelle on est consulté, donc l'enjeu, c'est d'aller une expansion des marchés, mais il y a bien vraiment 2 caractéristiques distinctes qu'on voit. L'expansion de marché en termes, je vais vendre mes produits ailleurs, et donc il y a beaucoup la problématique de la place des marchés, donc les marketplaces, comment je ouvre mon SI pour pouvoir vendre mes produits, avec toute la problématique de gestion derrière, de stock, de livraison, etc. Et la deuxième partie de cette expansion de marché serait je veux aller en Chine. Et là, ils ont toute la problématique compliance, partenaire local, voilà. Donc si j'aurais su, mais il y a 3, l'expérience client, les propositions de nouveaux services et l'expansion des marchés. Voilà. Donc ça rejoint un peu ce que tu as dit en fait. Et je partage les enjeux. Alors tout ça, ça paraît finalement simple à mettre en œuvre avec la technologie. Et pourtant, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a des verrous. Sinon, ce serait l'affaire de 3 mois de projet et on sait que c'est compliqué. Quelle est ton analyse, Lila, sur les verrous qui existent aujourd'hui, sur un plan technologique? Et puis après, évidemment, on passera à la réponse. Mais aujourd'hui, vous voyez chez vos clients et tu vois des verrous qui existent? Oui, il y a énormément de verrous. Il y a énormément de verrous parce que les systèmes, les données, les applications ne sont pas connectés en fait. Donc, c'est ce que je disais, la pandémie avait mis en évidence un peu que d'un jour à l'autre, on se retrouvait à la maison à travailler et à acheter, mais il n'y avait pas tout qui marchait en fait. Donc, ça a juste mis une évidence de quelque chose qui existait déjà. Ça a accéléré la transformation et donc les verrous viennent vraiment de ce décloisonnement de la donnée à laquelle on peut pas accéder facilement. Je trouve intéressant une donnée à partager, c'est qu'une transaction client passe à travers des 35 systèmes différents en moyenne, et elle fait appel à 900 applications en moyenne. Mais dans les études qu'on a menées en pleine pandémie, seulement 30% de ces applications sont connectées. Donc vous comprenez, le verrou, il est géant en fait. Et donc ça, pourquoi ce verrou? Parce que les systèmes aujourd'hui legacy sont très hétérogènes. En fait, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les systèmes legacy. On a du code spécifique dans l'intégration. Donc, à chaque fois que je vais refaire une intégration, il faut que je recode tout. Donc, c'est très verrouillé, c'est très rigide.
Il y a aussi un sens de données dupliquées, des données inexactes. Donc c'est très compliqué de gérer un produit ou un client dans une vue unifiée si la donnée elle est inexacte. Et il y a aussi une multitude de modèles de déploiement. Aujourd'hui, on déploie dans le cloud, mais on déploie en on-premise, on déploie en hybride aussi. On déploie en multi-cloud. On peut déployer une partie ici sur un cloud Google, sur un cloud Amazon, sur un cloud Salesforce. Donc, c'est très complexe tout ça. Donc, les verrous technologiques sont très nombreux. Sébastien, ton analyse? Oui, absolument. Et en fait, oui, il y a de plus en plus de technologies. Il y avait une vision monolithique de l'applicatif dans le passé. Il y a eu une vision distribuée ensuite des applications dans les années 2000. Une vision maintenant très microservices et morcelée qui commence à devenir mature. Demain, on va être sur des visions complètement dans le cloud, en mode as a service. Alors, ce serait simple si tout ça était en enchaînement séquentiel, mais en fait, tout ça doit vivre en même temps dans l'écosystème. Et donc, le principal verrou qu'il va y avoir, déjà, c'est comment je fais pour gérer toutes ces technos existantes à venir. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, c'est un enjeu qu'ont pas la plupart des startups, parce qu'elles démarrent from scratch, d'où leur nom. Donc, elles sont très vite sur les nouveaux produits, sur les nouvelles offres. Mais dès que justement les acteurs traditionnels veulent venir sur ces nouvelles offres, ils doivent eux gérer tout cet écosystème. Et le principal verrou vient de là. Après, l'autre verrou vient du fait que les données sont souvent là aussi dans différents systèmes, des fois qui ne vont pas communiquer entre eux. Donc il faut décloisonner la donnée, la rendre la plus accessible, la plus démocratique possible et la plus partagée au sein de l'entreprise et vers l'extérieur. Le principal enjeu, c'est pas de stocker la donnée, c'est vraiment de l'échanger, être capable de l'échanger de manière la plus rapide possible. Si on veut faire du click and collect, il faut que les données de stock, magasin, ils soient dispo en temps réel. Sinon, je peux pas dire à des clients, venez chercher mes pizzas 4 fromages à mon magasin, au magasin en bas de chez moi, parce que je sais même pas combien j'en ai au magasin en bas de chez moi. Et si le client il vient faire son click and collect et qu'il n'y a pas sa pizza 4 fromages, il viendra plus. Donc voilà. Avant, c'était très bien d'avoir une vision du stock à la journée. On voulait savoir en fin de journée comment il reste en magasin. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut avoir ça en temps réel. Sinon, pendant des moments comme on a vécu d'impossibilité d'aller en magasin où il faut faire que du click and collect, on ne vend plus rien du tout. Et donc il y a un vrai enjeu de survie lié à le fait d'être verrouillé par des technologies qui seraient obsolètes. Alors je partage complètement votre analyse et le cloisonnement des systèmes et l'hétérogénéité des systèmes qui est une responsabilité partagée entre la direction des systèmes d'information et les métiers qui malheureusement ne laissent pas souvent à la DSI le temps de faire propre. Et on l'a tous expérimenté à la maison. Quand on veut mettre un nouvel appareil électrique, c'est plus facile de mettre une multiprise que d'aller percer une saillie dans le mur et de recouvrir proprement. Et donc il y a aussi cette pression des métiers qui a fait qu'on a désurbanisé progressivement le système d'information. Donc je pense qu'on a fait le constat des difficultés, des enjeux du secteur, des difficultés technologiques. On va passer à la partie des réponses technologiques. Sébastien, comment chez Devoteam vous y répondez? Alors, la réponse était dans la question, parce que justement on va y répondre avec une approche technologique. Je le disais encore ce matin à une journaliste qui me posait la question. Le conseil que je donnerais aux acteurs de retail, si je peux me permettre de leur donner un conseil parce que c'est pas mon cœur de métier, c'est vraiment investissez dans la technologie. Aujourd'hui, tous les grands disrupteurs du business, que ce soit des Uber, des Airbnb, des Netflix, n'importe lequel, ils sont arrivés avec un sujet de technologie. Tesla, c'est une boîte technologique avant tout. SpaceX, c'est une boîte technologique. Amazon, c'est une boîte technologique. Alors qui a mis l'expérience client au cœur de son modèle, mais il apporte une expérience client en utilisant la technologie et ils investissent des millions là-dedans. Donc il faut investir dans la technologie. Et donc nous, notre réponse, elle est auprès de nos clients en charge des systèmes d'information des retailers. Investissez dans la technologie. Investissez dans ce monde des API qui permet de faire des interfaces standardisées d'échange où si je parle ce langage d'API, je serai compréhensible par tout un chacun, tout autre développeur qui va créer son application et qui sera capable de s'interfacer avec mes systèmes.
ayez une vision orientée, très modulaire et orientée service de vos applications aussi. Fournissez des applications qui vont rendre un service de commande, par exemple, plutôt qu'une application technologique de gestion de la commande. Donc, être plutôt dans le service que dans l'offre technologique. Et puis, le dernier point, c'est de mettre des systèmes assez robustes pour gérer la masse d'événements qu'on va avoir à gérer. Quand je gère Instagram, par exemple, c'est des millions de photos de gens qui se connectent et qu'il faut alimenter en permanence. Donc, on doit avoir un système informatique qui est capable de gérer ça. Quand je suis la Fnac, c'est des milliers de connexions par seconde. C'est des milliers de commandes. C'est des transactions dans tous les sens, des moyens de paiement dans tous les sens, des livraisons à gérer en permanence, des stocks à alimenter. Et donc, tout ça, il faut avoir un système d'information extrêmement robuste pour que le client, quand il regarde combien il reste de PlayStation 5 en stock à la Fnac de la rue de Rennes, il ait sa réponse. Et comme ça, il sait qu'il va se déplacer pour chercher la PlayStation 5. Et s'il n'a pas l'info, il va la commander ailleurs. Donc la technologie est primordiale. Et c'est pour ça que nous, chez Devoteam, on a fait le choix de ce partenariat avec Mulsoft, parce que Mulsoft apporte cette brique technologique qui va permettre de faire ça, justement. Lila, Sébastien a fait mon introduction. A fait ton introduction, donc je te laisse compléter la réponse. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on est alignés tous les trois sur la réponse technologique. On pense que la réponse technologique est vraiment importante. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut libérer cette donnée et démocratiser l'intégration. Pour ce faire, on va bien évidemment parler de technologie, mais on va aussi parler d'un modèle organisationnel différent. Parce que, comme Benoît l'a bien dit, le métier, c'est quelque chose de très important dans l'innovation. C'est-à-dire que le métier aura le besoin d'innovation, il verra le besoin d'innovation remonter du marché. Et ils sont beaucoup plus nombreux que la DSI. Donc l'idée de démocratiser l'intégration, c'est que la DSI puisse mettre à disposition des métiers qui sont beaucoup plus nombreux, des outils pour qu'eux-mêmes, ils gèrent cette innovation. Bien sûr que la DSI va garder le contrôle de la gouvernance des flux, de la sécurité de ces flux, mais c'est très important cette idée de démocratisation parce qu'on va multiplier par 9 les forces de frappe dans la création de nouveaux projets. Et la DSI va se positionner dans un milieu complètement différent, c'est-à-dire moi DSI, je vais vous enabler, je vais vous donner les outils, je vais vous aider et vous, métier, vous allez innover. Donc, je vais arrêter, moi, DSI, de travailler sur la maintenance des systèmes, qui n'importe quelle la maintenance, la lumière allumée, on dit, et je vais créer de nouveaux projets, et vous, métier, vous allez m'aider. Et donc, ça, c'est un nouveau modèle d'organisation. Donc, on travaille ensemble. Et puis, il y a la techno qui vient, bien sûr, aider ce modèle d'organisation. Donc, comme tu l'as dit, Sébastien, c'est l'objectif de Mulsoft, d'accélérer l'expérience client et l'innovation. Et on le fait comment ? Avec une technologie unique, c'est-à-dire qu'avec une seule plateforme, une seule technologie homogène, vous allez pouvoir créer les intégrations de n'importe quel pattern. Si vous avez besoin d'intégrer un SAP, un flux EDI ou exposer une API, peu importe le type d'intégration, on va gérer le cycle de vie complet de cette intégration, de la création à l'exposition et à la gouvernance, avec la même technologie, et on va aller beaucoup plus loin, et c'est ça qui fait qu'on aide nos clients à aller beaucoup plus vite, c'est qu'on va créer des composants réutilisables. Pour être très clair, on parle des Lego. C'est des briques des Lego. Chaque composant, par exemple, on va créer une vue produit. Ça va être une pièce de Lego. Après, on va créer une vue, peu importe si derrière il y a du cloud, de l'on-premise, de l'SAP, de NetSuite, peu importe. Après, on va créer une vue qui s'appelle produit. Donc, une brique de Lego, produit. Et après, on veut créer une commande. Donc, on va aller chercher ce qu'on a déjà construit sur le brique produit et sur la brique client. Et on va créer la brique commande avec les deux briques. Donc, vous voyez, cette autonomie des briques qui vous permet de les composer pour créer une nouvelle fonction, permet d'aller beaucoup plus vite, de garder un contrôle au central de la gouvernance de ce flux, par où il est passé le flux, par quelle brique, est-ce qu'elle marche bien ou pas. Et en fait, la puissance de cette démarche, nous on dit que l'entreprise du futur, c'est une entreprise composable. Voilà. Merci. Alors, Sébastien, tu as évoqué le secteur de la banque qui s'est mis en marche il y a quelques années.
Le secteur du retail a été très impacté par la pandémie depuis maintenant 18 mois. Quels sont les changements que tu as pu constater sur un plan technologique chez tes clients? Alors, les changements, déjà, on voit une accélération de l'arrivée des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on est sur des rythmes de plus en plus soutenus. Avant, il y avait une innovation qui arrivait tous les 10 ans, Internet, puis après l'iPhone, etc., etc. Là, tous les 6 mois, on est sur des nouveaux modèles, des nouvelles technos qu'il faut mettre en œuvre, des nouvelles attentes, du coup, qui arrivent. Hein. On a vite fait de s'habituer. On a vite fait de s'habituer à la livraison à domicile qu'on a vécu pendant la pandémie. Et on a maintenant, on peut continuer, on peut maintenant retourner en magasin, mais on a quand même envie de continuer à se faire livrer. Donc il y a vraiment deux choses. Il y a des nouvelles technos qui arrivent sans arrêt, de la montre connectée, demain les lunettes, etc., poussées par des acteurs américains ou chinois essentiellement, qui arrivent avec des nouveaux business models et la techno qui va derrière. Et donc il faut s'adapter. Et puis des comportements aussi d'utilisateurs du coup qui ont aussi changé, évolué. Alors, je pense que c'était déjà en route, mais ça s'est vraiment accéléré avec la pandémie. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est l'omnicanalité dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a aujourd'hui envie d'être capable de commencer un achat en ligne, de le continuer en magasin, ou juste de regarder en ligne la disponibilité d'un produit, après d'aller l'acheter en magasin, ou l'inverse, d'être en magasin et de voir un produit qui nous intéresse et finalement de le commander en ligne, et même des fois chez un concurrent. Hein. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'aller dans un magasin, de voir un produit qui m'intéresse, de regarder les prix qui étaient sur Internet et finalement de l'acheter ailleurs parce qu'il était moins cher. Du showrooming. Voilà. Voilà. Ou alors que c'est ce qui était disponible plus rapidement. Et donc les changements de notre point de vue sont essentiellement cela. Donc c'est une course en avant technologique qu'il faut pas rater parce que sinon on a vite disparu, hein, tout simplement. On a vu des acteurs disparaître. On a vu aux US Blockbuster disparaître quand Netflix est arrivé. Hein. Il y en avait à tous les coins de rue et du jour au lendemain, il n'y en a plus un seul. Pareil en France, on avait, je sais plus comment ça s'appelle, ce loueur de cassettes vidéo qui avait partout chez nous, du jour au lendemain, et ils ont disparu. Les magasins de jeux vidéo, pareil, des Micromania, il y en avait à tous les coins de rue, il n'y en a plus un seul. Voilà. Donc on voit comme ça des gens qui disparaissent. Les cinémas dans Paris, malheureusement, ils ferment aussi les uns après les autres. Et les retailers, pareil, plus de son. J'ai trop fait chauffer le micro. J'ai trop fait chauffer le micro, je dis. Tu me dis quand c'est bon. Ok. Et de toute façon, j'avais presque terminé. Et après, oui, d'un point de vue technologique, on est là aussi. Alors, il y a l'hybridation des modes de consommation des utilisateurs, et il y a aussi l'hybridation des systèmes. Et donc, il y a cette bimodalité qui existe à la fois dans les comportements, donc magasin et online, et il y a cette bimodalité à gérer. Legacy, nouvelle techno, et bimodalité sur des infrastructures où historiquement, c'est vrai dans le retail et c'est vrai ailleurs, on avait tendance à monter ces parcs informatiques, ces data centers, et aujourd'hui on va de plus en plus dans le cloud. Voilà. Merci Sébastien. Lila, pour compléter la réponse sur ce que vous voyez sur un plan techno. Oui, rapidement, on a déjà un peu évoqué, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant, une stratégie digitale était planifiée sur 3 ans. Et aujourd'hui, une stratégie digitale est plutôt à déployer sur une semaine, en fait. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et 38% ont migré, toutes les interactions clients, ils ont migré à 38% en digital. Donc en fait, le besoin, il est évident. Il y a besoin d'un cockpit pour pouvoir vérifier que nos transactions se passent bien, un cockpit centralisé, détecter où il est le problème. Par exemple, le problème de la commande, est-ce que c'est un flux EDI, est-ce que c'est un problème d'interconnexion avec le partenaire. Donc un cockpit centralisé. Et le deuxième grand changement, c'est en fait l'agilité.
je dois vraiment aller beaucoup plus vite pour mettre en place mon projet. Je ne peux pas attendre 6 mois des planifications, plus 6 mois de validation. Enfin, il faut vraiment rentrer dans un cycle continu. C'est pour ça qu'on parle de collaboration métier IT, pour aller beaucoup plus vite aussi. Merci. Alors, on va avancer sur les bénéfices. Hein. On vient de parler de technologie, d'évolution et d'enjeux technologiques. Au final, qu'est-ce qui gagne le client, celui qui vient en magasin, qui va sur le web ou qui va sur les réseaux sociaux? C'est quoi le gain pour lui? En fait, moi, je pense sincèrement que donc je suis pas retailer, donc je pense que du point de vue de mes clients, ce qu'ils cherchent à faire, c'est que leur client final ils aient une expérience qui soit fluide. Donc, un système d'information qui soit accessible et qui soit disponible, peu importe le canal. Hein. Si c'est un canal mobile, si c'est un canal portail, un marketplace concurrent, peu importe. Ils veulent une expérience qui soit facile avec une disponibilité. C'est-à-dire que je démarre mon achat aujourd'hui, le soir, je vais passer sur le portable pour prendre une décision et que j'ai tout perdu. Et que quand je vais payer, que j'ai passé 1 heure à choisir, ça va pas, en fait. Donc, c'est vraiment l'expérience client. Après, il y a une notion de temps réel qui est très important. Moi, je vais connaître le stock aujourd'hui. Si j'achète, ça m'est arrivé plein de fois, j'achète et en fait, après, on me rembourse, manque des stocks. Bon, donc cette notion de temps réel est très importante dans la gestion de votre produit, de vos stocks, dans la gestion, je parle du point de vue technologique. Hein. Et le dernier, qui est très important chez les clients qui viennent nous consulter, c'est la livraison. La chaîne logistique, il faut qu'elle soit optimisée derrière. Parce que si la chaîne logistique n'est pas optimisée, grâce à la technologie en partie, le problème c'est que la livraison, elle n'est pas fluide. Et donc ça fait partie de l'expérience client. L'expérience client, elle doit être complète. Mon système, il est stable, il est disponible, je connais les stocks. Le système connaît mes préférences, je peux payer, je suis livré. Et si j'ai un problème avec le produit, il y a une notion de service après-vente qui est aussi importante. Donc, en fait, c'est une boucle qui est liée complètement à l'expérience client. Sébastien ? Oui, pour moi, ça se résume en un mot en tant que consommateur, c'est la liberté. C'est-à-dire, le consommateur, il veut avoir la liberté de consommer comme il l'a envie. C'est-à-dire, on peut très bien avoir envie de consommer sur son smartphone et de jamais aller en magasin, mais on a peut-être envie aussi d'aller en magasin, on a envie de consommer au travers son assistant vocal. Enfin voilà, c'est cette liberté de choix qui pour moi est devenue fondamentale. Et aussi le confort lié à ça, cette capacité aujourd'hui qu'on a d'être livré en 15 minutes de ses courses d'épicerie, en tout cas dans Paris. Et c'est un truc incroyable, c'est-à-dire que on est livré plus rapidement qu'il faudrait de temps, moi, à m'habiller et aller faire mes courses, quoi. Donc, c'était un truc qui était inimaginable il y a encore 1 an et demi. Pour moi, c'est une vraie révolution et on reviendra pas en arrière. Et donc tout le monde est en train d'inventer des cartes de fidélité. On va pouvoir faire un abonnement à la Netflix pour avoir de la livraison illimitée. Qui est en train aussi de se dire on va livrer de plus en plus vite. Alors d'abord c'était l'heure, maintenant c'est le quart d'heure. J'imagine qu'on sera bientôt à la minute. Voilà, donc c'est ça pour moi le vrai bénéfice et aussi du coup les vraies attentes du client sont dans une liberté accrue de consommer et de manière de consommer, et puis des exigences sur, comme le disait Lila, sur la qualité de la relation, de l'expérience utilisateur et en particulier de la rapidité à avoir ces livraisons, quoi. Ouais, c'était pas prévu, mais je vais compléter votre réponse parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'on va vivre des révolutions dans les processus du secteur retail. Et pour moi, il y a un phénomène qui n'est pas aujourd'hui du tout prévu dans les processus et dans les systèmes, c'est les boucles dans les process. Le retail s'est construit sur j'achète à un fournisseur, j'approvisionne un entrepôt qui approvisionne un magasin qui vend à un client, et c'est terminé. Et avec l'économie circulaire, avec la seconde main, on va avoir des boucles
qui vont se former, la capacité en magasin à récupérer de la marchandise, à la remonter à l'entrepôt, à la renvoyer sur un entrepôt e-commerce ou dans un autre magasin ou directement à un client. Et aujourd'hui, aucune entreprise de retail n'est prête à ça. Et je pense que la technologie va être absolument fondamentale. J'ai assisté il y a 2 semaines à une conférence où est intervenu un des patrons de Decathlon en Belgique. Decathlon en Belgique est en train de déployer un service d'abonnement sportif où si vous payez 20 €, vous avez le droit à 250 € de marchandises chez vous. Si vous payez 40 € par mois, vous avez le droit à 500 € et 80 €, vous avez le droit à 1000. Et donc l'idée, c'est la semaine, vous avez le vélo, le week-end, vous décidez d'aller faire du kitesurf ou d'aller faire du ski, vous ramenez le vélo et vous prenez la paire de skis. Et tant que vous ne dépassez pas le montant d'achat, vous pouvez aller chercher autant de produits que vous voulez. Et donc, ils contrôlent la valeur de marchandises que vous avez chez vous. Sur le plan des processus d'entreprise, c'est une révolution. Sur le plan des systèmes d'information, et je vois quelques décis dans la salle, c'est un cauchemar. Et donc, il va falloir avoir la technologie pour gérer ce genre de transformation. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'abonnement. Moi, j'ai vu que Darty qui faisait de la pub pour des abonnements pour la réparation. C'est-à-dire qu'on s'abonne et après, on peut amener, quand on veut, des choses à réparer. Et la seconde main aussi, hein, on a vu beaucoup de gens qui proposent maintenant, justement, des systèmes d'échange type Le Bon Coin pour garder aussi le client captif et s'assurer qu'il reste dans l'écosystème sur lequel il a acheté le produit, qu'il n'aille pas le vendre ailleurs, quoi. Exactement. Alors on va terminer ce débat en se projetant un petit peu au-delà de 2022. Lila, quelles sont les tendances technologiques? Donc là, on se dit, allez, hop, les entreprises vont mettre en place une plateforme, mais ça va leur faciliter la vie, l'agilité, etc. Mais au-delà, quelle est ta vision de ce qui va se passer? En fait, on voit deux tendances technologiques très importantes qui rejoignent un peu ton dernier commentaire, c'est-à-dire la complexité de ce qui arrive. Il faut pouvoir la gérer d'une façon automatique. Donc, on voit 2 tendances. La première, c'est l'automatisation. Et la deuxième, c'est l'ouverture d'écosystèmes. Donc, je vais expliquer. Donc, l'automatisation, on la voit sur plusieurs angles. La première angle, c'est l'automatisation côté métier. Donc, je propose, comme je l'ai dit au départ, à mon métier la possibilité d'automatiser certaines tâches d'intégration. Par exemple, il veut faire une vue de stock sur un produit pour un client, qu'il puisse le construire tout seul, en façon indépendante. Donc, on propose une solution sur cet angle-là. Après, il y a une automatisation côté développeur. Par exemple, on appelle ça une mashup d'API. Donc, un développeur a besoin de créer une vue, comme je l'ai dit, par exemple, commande. Mais il a déjà ce qu'il faut en API produit, en API client. Donc, plutôt que tout redévelopper, il va venir faire un mashup, donc choisir les champs dont il a besoin des API qui existent déjà pour construire sa nouvelle API de suivi de commande. Donc, c'est une autre façon d'automatiser. Et la dernière et la plus importante pour nous, c'est parce qu'on vient de faire une acquisition, mais tout ça est parce que l'innovation vient de nos clients. C'est eux qui nous dictent en fait les tendances. Hein. C'est la robotique. En fait, le RPA. Donc, cette notion de robotique, pour rester très simple, c'est des boots qui vont automatiser les systèmes et les process. Par exemple, le process de sérum main. Parce qu'ils vont être capables de faire des intégrations en s'affranchissant des interfaces. Ils peuvent intégrer des tâches très répétitives, peu importe le type de système. Et ça va accélérer beaucoup l'innovation. Et donc, ça, c'est tout ce qui est tendance automatisation. Et la deuxième et dernière tendance qu'on voit, c'est l'ouverture à l'écosystème. Si vous voulez offrir de nouveaux systèmes, de nouveaux services ou de nouveaux produits, il faut absolument que votre entreprise puisse échanger avec les partenaires, échanger avec des marketplaces, échanger avec de nouveaux marchés. Et donc, pour ce faire, vous avez besoin d'une gestion, on appelle ça Universal API, une gestion universelle d'API, que vous puissiez avoir un cockpit de tous vos échanges externes, peu importe la techno, peu importe si c'est une technologie MuleSoft ou une technologie concurrente ou un développement fait maison. Il faut que vous puissiez avoir une vision de tout ce qui part de votre entreprise et une sécurisation de ces flux. Voilà, donc on parle là d'Universal API et c'est ça les 2 tendances.
Je vais l'illustrer par un exemple que moi j'ai trouvé fascinant. On a dans les clients Devoteam la société Kiloutou, hein, qui est de la location de matériel de chantier. Et aujourd'hui, Kiloutou a mis en place tout un système d'API pour partager avec les grands opérateurs de chantier, Vinci, Bouygues, etc., les données sur les machines qui permet à Bouygues et Vinci de s'assurer que la machine qu'ils louent va passer dans les portes ou est capable d'intégrer le chantier. Et donc, c'était des choses qui ne se faisaient pas. Et donc, aujourd'hui, il y a ces échanges entre partenaires. Et donc là, on est vraiment sur l'ouverture à l'écosystème global. Et je pense que c'est à la fois bon pour Kiloutou, pour l'entreprise et puis au final pour le client. Sébastien, pour compléter sur ce que tu vois toi au-delà de 2022? Ouais, je suis pas très bon dans cette vision retail parce que c'est pas forcément un domaine que je maîtrise à part en tant qu'utilisateur, mais en termes de technologie, du coup, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer des technos qui vont être capables d'être de plus en plus modulaires et de plus en plus hybrides, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou technique, pour justement être capable, quelle que soit la tendance qui arrive et les mouvements de marché, se dire on va être capable de s'adapter très facilement. Et c'est vraiment ça, ce vers quoi vont les technos aujourd'hui de plus en plus, c'est être capable de gérer énormément d'événements multi-sources, d'être capable d'aller ensuite rejouer tous ces événements pareil sur du multi-source et de demain de construire, comme tu disais tout à l'heure, un système d'information à base de Lego. Moi, je me suis amusé pendant des années, mais d'ailleurs, si on m'en donnait une boîte, je m'amuserais encore avec des Lego, parce que une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut le réutiliser à l'infini pour créer un corps, et on n'est jamais bloqué par le fait qu'on ait des pièces trop grosses. Et c'est pour ça que quand on est gamin, on passe vite des gros Lego, là, les Duplo aux petits Lego, parce qu'on s'amuse plus avec les plus petits, parce qu'on peut faire plus de choses et vraiment libérer son imagination. Et vraiment, la tendance informatique aujourd'hui, c'est ça, c'est faire des technos de plus en plus hybrides et de plus en plus modulaires. Voilà. Merci pour vos réponses. Alors, en guise de conclusion, ma vision, c'est que les technologies qu'on a évoquées, les technologies de plateforme d'échange, sont nécessaires à la mise en œuvre de l'agilité, la mise en œuvre de nouveaux services. Elles ne sont pas suffisantes. Et je pense que dans tout projet, il y a un volet humain et de change management absolument fondamental à prendre en compte. Et le retail est une industrie de main-d'œuvre. Les plus grandes entreprises en termes de main-d'œuvre sont des entreprises de retail. Walmart, c'est 2,3 millions d'employés. Carrefour, c'est 500 000 employés dans le monde. Et la mise en place de ces nouveaux services, qui est facilitée par la technologie, elle est quand même mise en œuvre sur le terrain par des hommes et des femmes. Et si on oublie le volet de change management sur le terrain, on passe à côté de quelque chose de très important. La meilleure voiture n'a pas été la plus performante avec un mauvais pilote. Et je pense qu'il faut, quand on lance des projets de nouveaux services, ne pas oublier de construire la bonne voiture, la technologie, mais aussi de former le pilote. Et moi, ça a été évidemment en permanence un des enjeux de s'assurer que tous ces services, on les accompagnait sur le terrain. Reprendre un article de seconde main dans un magasin de textile est un geste métier et il faut former les gens à opérer ce geste métier et c'est compliqué. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire en termes de conclusion. On est d'accord. Et d'ailleurs, on ne prend pas une Ferrari pour faire le Paris-Dakar et inversement, on ne prendra pas un 4x4 pour aller faire les 24 heures du Mans. Voilà. Bon, il nous reste quelques minutes pour des questions, donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition, Lila, Sébastien et moi-même. Oui, alors bonjour. À mesure que les systèmes se sont ouverts avec des modules ou de multiples systèmes, on avait aussi des problèmes de sécurité avec de plus en plus de problèmes avec du hacking ou du ransomware un peu partout. Est-ce que, en parallèle des évolutions que vous évoquez, il y a des choses en termes de sécurité qu'il faut avoir en tête ? Donc oui, la sécurité, elle est aussi à deux niveaux. Donc nous, ça fait partie aussi de nos sujets d'apporter
du conseil en sécurité. Après, je laisserai Lila parler en termes de technologie, mais déjà, il faut construire son système pour que by design, il soit sécurisé. C'est-à-dire que il faut éviter un modèle à la Imagino où on va penser qu'on va mettre une forteresse impénétrable. Non, ça, c'est pas possible. Et donc, il faut qu'à tous les niveaux de la couche d'échange, on soit capable d'authentifier d'où vient la demande et vers qui on va répondre. Donc ça, c'est notre travail à nous. On parlait de l'humain tout à l'heure. C'est à l'humain, quand il va construire son système d'information, de s'assurer que le système est pensé sécurité. Et ça, il y a des bonnes pratiques de mise en œuvre qui sont même pas liées à la technologie, hein, de penser, encore une fois, by design, son système comme étant sécurisé. Après, il y a des technologies, justement, comme les technologies d'API, qui permettent de sécuriser les échanges à l'intérieur du SI, en allant même jusqu'au niveau microservice applicatif, qu'on contrôle que ce microservice, il va pouvoir parler à tel autre microservice à l'intérieur du SI, ça on peut le contrôler aujourd'hui, donc vraiment de manière la plus modulaire possible. Et puis après, évidemment, entre les grandes briques métiers du SI et puis vers l'extérieur, tout ça aujourd'hui est quand même assez maîtrisé, mais en effet doit être un point de vigilance, parce que si on se fait hacker ou pirater, ce qui arrive encore, hein, tout de suite c'est tout qui est par terre. C'est la chaîne de construction qui est par terre, c'est la chaîne de vente qui est par terre, c'est tout le SI qui est bloqué et c'est tout le cœur du système qui ne fonctionne plus, quoi. Tu veux peut-être compléter? Je peux, mais tu as parfaitement répondu à la réponse. En fait, la question de la sécurité est au cœur en fait, de tout ça, puisqu'avant, on faisait la sécurité au niveau de la frontière. Donc, on faisait ce qu'on a appelé la gateway de sécurité. Sauf que, comme tu l'as bien dit, ça, c'est plus du tout d'actualité. C'est-à-dire qu'il faut aller au ce qu'on appelle le Zero Trust Security. Donc, on fait confiance à rien, ni à personne. Donc, on sécurise au niveau de la construction la plus petite que vous avez. C'est pour ça que quand nous, on appelle, comme tu l'as dit, la sécurité by design. C'est-à-dire, dès qu'on crée un composant d'intégration, peu importe le type, hein, et peu importe le déploiement, on le sécurise. Donc, si c'est au niveau microservice, comme tu lui as dit, est-ce que c'est au niveau... Peu importe, mais il faut le sécuriser au design. Donc, vous le créez, vous le sécurisez. Et à fur et à mesure que vous créez des autres nœuds, vous allez créer ce qu'on appelle un réseau d'applications, mais chaque nœud sera sécurisé. Donc, il est impénétrable, en fait. Et c'est très important et c'est vraiment au cœur de notre boîte des Lego. Voilà, on sécurise chaque Lego, en fait. Voilà. Merci, je crois qu'on n'a plus le temps pour des questions, donc on est dispo on va arrêter ici. On est disponible sur notre stand si besoin. E23, voilà. Bonne fin de journée.